Bonjour à tous. Et si l'une des clés pour combattre le cancer se trouvait en fait juste là, dans notre assiette? C'est une idée qui fait débat, c'est sûr, mais il y a une perspective vraiment fascinante qui suggère qu'on pourrait littéralement affamer la maladie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment l'alimentation pourrait devenir une arme ciblée dans cette lutte. Cette phrase, on l'a probablement tous déjà entendue. Et pourtant, elle va à l'encontre de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça pose une question qui est fondamentale. Et si ce qu'on mangeait était en réalité le carburant direct de la maladie? Attention, l'idée ce n'est pas du tout de remplacer les traitements, mais bien de comprendre si on peut, d'une certaine manière, couper les vivres au cancer. Allez, on explore ça. Voilà, donc cette nouvelle perspective, il s'agit de voir la nourriture non pas juste pour le bien-être général, mais comme un carburant très très spécifique. L'idée de base, c'est que les cellules cancéreuses dépendent de certains nutriments pour survivre et se multiplier. Alors si on arrive à identifier ce carburant, est-ce qu'on peut leur couper l'alimentation? C'est ce principe qu'on va décortiquer. Bon, avant d'aller plus loin, un point crucial. Soyons extrêmement clairs. Ce qui suit, c'est une exploration d'idées, à but purement éducatif. Ce n'est absolument pas un avis médical. Rien, et je dis bien rien dans cette analyse ne doit remplacer un traitement prescrit par un professionnel de santé. D'ailleurs, la source elle-même insiste lourdement là-dessus. Ces stratégies ne sont vues que comme un complément possible, et toujours sous une supervision médicale très stricte. C'est non négociable. Parfait. Maintenant que le cadre est bien posé, on peut aller au cœur du sujet. Pour comprendre comment affamer le cancer, il faut d'abord saisir sa nature profonde. Parce que oui, il a des points faibles. Et c'est justement en exploitant ses vulnérabilités que toute la stratégie prend son sens. Le premier point qui est essentiel à comprendre, c'est que le cancer n'est pas une seule et même maladie. Il est hétérogène. C'est un mot qui peut paraître un peu complexe, mais ça veut tout simplement dire qu'il existe des centaines de cancers différents, chacun avec ses propres comportements, ses propres besoins. Et c'est exactement pour ça qu'une solution miracle unique n'existera sans doute jamais. L'approche doit forcément être personnalisée. Et c'est là qu'on touche à leur plus grande faiblesse, selon cette analyse. Contrairement à nos cellules saines, qui sont robustes, les cellules cancéreuses, elles, sont décrites comme malades. Elles vivent constamment sur le fil du rasoir. Elles sont instables, elles sont en permanence à la recherche d'énergie pour survivre. C'est cette fragilité, cette dépendance, qui est en fait la clé de toute la stratégie. Là, on touche au cœur du réacteur. Si ces cellules sont si fragiles, de quoi est-ce qu'elles se nourrissent pour proliférer? Eh bien, la réponse, c'est des carburants très spécifiques. L'idée, c'est que chaque type de cancer a son plat préféré. Et si on peut identifier ce plat, alors on découvre potentiellement son talon d'Achille. Alors, quels sont ces fameux carburants? Regardons ça de plus près. Le plus connu, bien sûr, c'est le glucose, le sucre, en gros, qui alimente la majorité des cancers à croissance rapide. Il y a aussi la glutamine, qui est un type de protéine. Certains cancers, comme celui de la prostate, eux préfèrent les lipides, donc les graisses. D'autres, plus rares, vont utiliser des protéines très spécifiques, les acides aminés ramifiés. Et, chose assez surprenante, certains cancers très agressifs peuvent même apprendre à se nourrir de cétone, l'énergie que notre corps produit quand il n'y a plus de sucre. Le vrai enjeu, c'est donc de savoir quel cancer mange quoi. Ce graphique y rend l'idée très très concrète. On voit bien la dépendance de certains cancers à un carburant précis. Le glioblastome, par exemple, un cancer du cerveau, est un énorme consommateur de glucose. Le cancer de la prostate, lui, peut dépendre très fortement des lipides. En fait, chaque cancer a sa propre signature métabolique, sa propre carte de restaurant si on veut. Bon, alors, comment on fait concrètement? Si on connaît le carburant, la logique voudrait qu'on le supprime de l'alimentation, tout simplement. Sauf que le cancer est malin, il est très adaptatif. C'est pour ça que la source propose une stratégie un peu plus sophistiquée, la rotation alimentaire. Et c'est là que l'approche devient vraiment intéressante. Les cellules cancéreuses sont des expertes en survie. Si on leur coupe le glucose, elles vont au bout d'un moment apprendre à utiliser la glutamine par exemple. Le but de la rotation, c'est de les prendre de court en permanence. On les affame d'un nutriment et juste au moment où elles commencent à s'adapter, hop, on change de cible. On les déstabilise constamment. Concrètement, ça donne quoi? Prenons un cancer qui se nourrit de glucose et de glutamine. Le cycle pourrait ressembler à ça. D'abord, une phase de 10 à 14 jours où on élimine le glucose. Là, on prive la tumeur de son carburant principal. Ensuite, on enchaîne avec une phase plus courte, 4 à 5 jours, où on va cibler son carburant de secours, la glutamine. Et puis, on recommence le cycle. Le but, c'est de ne jamais lui laisser le temps de respirer. Et bien sûr, il n'y a pas un protocole unique qui marche pour tout le monde. Ça dépend totalement du type de cancer. Pour un mélanome, par exemple, les durées des cycles anti-glucose et anti-glutamine sont différentes. Pour un cancer de la prostate, on pourrait alterner entre une phase anti-glucose et une phase anti-lipide. C'est vraiment une approche sur mesure adaptée à la fin spécifique de chaque tumeur.
Mais attention, l'alimentation seule, ça ne suffit pas. La source est vraiment très très claire là-dessus. Pour espérer avoir un impact, cette approche nutritionnelle doit s'intégrer dans une stratégie beaucoup plus globale. Il faut renforcer l'attaque en agissant sur plusieurs fronts en même temps. Quels sont ces autres fronts? D'abord, il y a le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent au quotidien, ou alors des jeûnes plus longs, de 24 à 72 heures, faits de manière un peu aléatoire, pour créer un stress métabolique. Ensuite, l'exercice physique, qui a notamment l'avantage d'augmenter l'oxygène dans les tissus, ce que les cellules cancéreuses détestent. Et enfin, un levier un peu surprenant, mais qui est jugé essentiel, l'optimisation de la vitamine D. Et là, on ne parle pas de n'importe quel niveau de vitamine D. La source vise une cible très précise et très élevée, entre 90 et 100 nanogrammes par millilitre. C'est bien au-dessus des normes habituelles. L'explication qui est avancée, c'est que les cellules cancéreuses peuvent devenir en quelque sorte sourdes à la vitamine D. Un niveau aussi élevé permettrait de forcer le passage et de réactiver ses effets protecteurs. On arrive à la fin de cette exploration. Et le message final, il est sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas un régime ou une pilule magique. La seule approche qui semble pertinente, c'est une stratégie globale qui combine plusieurs actions pour affaiblir la maladie sur tous les fronts possibles. Cette citation, elle résume absolument tout. Avec le cancer, on ne peut pas faire une seule chose. Et pourquoi? Tout simplement parce que sa plus grande force, c'est sa capacité d'adaptation. La seule réponse possible, c'est donc d'être encore plus malin, encore plus adaptable que lui, en multipliant les angles d'attaque pour le prendre dans un étau. On termine donc sur cette question qui est complètement